Bonjour tout le monde, merci Salvatore. Donc d'abord je voulais remercier le comité d'organisation de l'invitation à cette session SDRA pour discuter avec vous du diagnostic jusqu'où aller. Alors j'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation et pour essayer de faire le tour de la question, je vous propose 4 objectifs. D'une part revoir la définition du SDRA, ensuite discuter des liens entre SDRA et dommages alvéolaires diffus, DAD. Ensuite, discuter de 3 sous-types de SDRA qui ont été identifiés récemment. Et enfin, de revoir quelques données histologiques pulmonaires obtenues du vivant du patient avec SDRA par la biopsie pulmonaire. Alors, pour ce qui concerne la définition, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le SDRA, c'est un œdème pulmonaire inflammatoire qui résulte d'une augmentation de la perméabilité alvéolaire aux protéines plasmatiques à la suite d'une agression de la membrane alvéolo-capillaire, soit directe, soit indirecte. C'est une cause d'insuffisance respiratoire aiguë et c'est un syndrome. Et d'emblée, je voulais faire le point sur cet élément-là en utilisant cette figure qui provient d'un article éditorial de Dupuis publié l'an dernier dans Intensive Care Medicine qui vous fait la différence entre maladie et syndrome. Donc une maladie a une cause biologique précise et un substratum histopathologique précis. Et ceci va générer un ensemble de signes et de symptômes clinico-biologico-radiologiques particuliers. Un syndrome comme le SDRA, en réalité, n'a pas qu'un seul support biologique, a de multiples supports biologiques et n'a pas un unique support histopathologique, il peut avoir plusieurs supports histopathologiques ou bien aucun. Donc une grosse différence déjà entre maladie et syndrome, et nous on va parler d'un syndrome, donc le SDRA. Donc du coup, on reste en termes de diagnostic avec ce qu'on appelle la définition opérationnelle. Une définition opérationnelle, c'est collecter un certain nombre de symptômes et de signes qui font que ce sujet est à risque d'avoir un SDRA, c'est-à-dire un œdème pulmonaire inflammatoire qui résulte de l'agression, etc., ce que l'on a vu sur la première diapositive. Donc actuellement, on bénéficie de la dernière avancée en la matière. Donc c'est une conférence d'experts et non une conférence consensuelle qui date de 2012, qui est la définition de Berlin, où il y a 4 critères. Je vais juste prendre 2 secondes pour les revoir avec vous. Il y a un critère chronologique. Ça a été un point important que cette définition a précisé, c'est-à-dire qu'il nous faut 1 semaine pour parler de SDRA après l'identification d'un facteur précis d'agression pulmonaire, donc d'agression de la membrane alvéolo-capillaire, ou bien 1 semaine après le début de symptômes ou d'une aggravation de symptômes respiratoires. Le deuxième point, c'est un critère morphologique, donc la radio n'est plus le seul examen qui permet de supporter une définition morphologique. L'échographie ou le scanner sont possibles, et pour ce qui est de la radio, le terme infiltrat a remplacé le terme opacité, a remplacé le terme infiltrat. Sur le plan de l'origine de l'œdème, on a supprimé le critère PAPO inférieur à 18 mm de mercure pour remplacer par une terminologie un petit peu plus générale où l'insuffisance respiratoire n'est pas due exclusivement à une hypervolémie ou une insuffisance cardiaque, sauf dans le cas particulier où on n'arrive pas à définir un facteur d'agression précis de la membrane alvéolo-capillaire. Par exemple, il n'y a pas une inhalation, par exemple, ou une pneumonie, et dans ce cas-là, il faut formellement exclure un facteur d'hypervolémie ou d'insuffisance cardiaque. Et puis le 4e critère, qui est un critère gazométrique, c'est celui qu'on retient le plus, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les 3 précédents critères qui sont très importants. Ce critère d'oxygénation est basé sur le rapport PO2 sur FiO2 mesuré avec une PEP d'au moins 5 cm d'eau. Et comme l'ont rappelé les 2 précédents orateurs, ça a déjà été un progrès très très important de standardiser cette mesure de l'oxygénation sanguine. Donc 3 stades, léger, modéré ou sévère. Alors il y a d'autres éléments diagnostiques qui sont possibles pour essayer d'améliorer la définition du SDRA. Certains avaient été proposés d'ailleurs dans la conférence de consensus, mais non retenus. On sait tous que le SDRA est associé à une réduction de la compliance du système respiratoire. Et les experts avaient proposé de mettre, pour qualifier un SDRA sévère, une compliance inférieure ou égale à 40 ml par centimètre d'eau. Ça n'a pas été retenu au final. Faut se rappeler aussi que compliance du système respiratoire, ça veut dire partitionner le rôle du poumon et de la paroi thoracique, et ne pas oublier aussi que le concept de baby lung, qui date d'il y a une trentaine d'années, repose sur une compliance spécifique normale, c'est-à-dire la compliance rapportée à la CRF. L'espacement alvéolaire, c'est également un point important qui est augmenté au cours du SDRA, qui est d'ailleurs un facteur de risque indépendant de mortalité. Ça avait été proposé, non pas de mesurer l'espacement alvéolaire, mais une espèce de succédané, c'est-à-dire la ventilation minute
pour obtenir une PCO2 de 40 mm de mercure, donc au seuil de 10 litres par minute. Les experts avaient proposé de qualifier le SDRA sévère avec cet élément. Ça n'a pas été retenu finalement. L'œdème pulmonaire ne fait pas partie de la définition de Berlin. On sait que, par exemple, avec le système PICO, on peut mesurer un index d'eau pulmonaire extravasculaire au-dessus de 7-10 ml par kilo. Donc l'œdème, c'est une augmentation de l'eau pulmonaire extravasculaire. L'augmentation de la perméabilité de la membrane ne fait pas partie de la définition. Et on peut mesurer aussi avec le système PICO cet élément fondamental, hein, une perméabilité vasculaire augmentée. Et puis l'inflammation ne fait pas partie de la définition. Alors là, ça peut se comprendre parce que c'est très compliqué et on n'a pas un biomarqueur spécifique du SDRA. On a beaucoup de biomarqueurs qui s'élèvent au cours du SDRA. Et on comprend bien que c'est pas possible. On n'a pas la troponine, c'est un peu grossier, mais du SDRA. On a de l'imagerie sophistiquée, par exemple le PET scanner avec le fluorodéoxyglucose marqué au fluor 18 comme marqueur d'inflammation qui permet une quantification régionale. Mais là, vu le coût et la complexité de la technique, on comprend fort bien qu'on n'a pas à mettre cet élément dans la définition. Le deuxième point que je voulais discuter, donc, c'est 3 sous-types de SDRA. Pardon, excusez-moi. La deuxième chose, c'est d'abord les liens entre SDRA et dommages alvéolaires diffus. Et pour ça, on va revenir au début de l'histoire. Et le premier article, finalement, qui introduit le terme SDRA dans la littérature, ça date de bientôt 50 ans. Et ça concerne 12 patients qui ont eu tous les éléments syndromiques qu'on a vus tout à l'heure. 7 décèdent, donc une mortalité de 58%. Tous sont autopsiés. Et sur les 6 autopsies sur 7, donc 85%, mettent en évidence du dommage alvéolaire diffus, c'est-à-dire, sur le plan histologique, l'association d'un œdème pulmonaire, d'une inflammation, d'une hémorragie intra-alvéolaire, de membranes hyalines qui tapissent la paroi alvéolaire et de lésions épithéliales alvéolaires. Donc, cet aspect de DAD a été confirmé ensuite sur d'autres études autopsiques et même sur des séries de biopsies pulmonaires il y a longtemps, et du coup, le DAD est devenu une espèce de substratum histopathologique du SDRA, alors qu'on a vu que justement un syndrome est caractérisé pas par un support histopathologique unique. Le DAD est devenu en quelque sorte le gold standard du SDRA. Donc ici sur une biopsie pulmonaire d'un malade du service, on en reparlera tout à l'heure, donc qui vous montre ici les membranes hyalines qui tapissent la paroi alvéolaire. Vous voyez cette unité alvéolaire qui a un niveau d'aération qui est très diminué par rapport à celle-là, par exemple. Alors, donc on a d'un côté la définition de Berlin, qui est une définition, on l'a vu, pragmatique, opérationnelle, et puis de l'autre, on a le dommage alvéolaire diffus, dont on veut faire le substratum histopathologique du SDRA. Et donc, Arnaud Thiel a profité de l'énorme expérience madrilène en termes d'autopsie. Chez les patients qui décèdent à Madrid sont très très fréquemment autopsiés. Donc, chez 346 patients avec SDRA, ce que Arnaud a fait, c'est qu'il a mesuré, enfin entre autres choses, mesuré la fréquence du DAD. Et il l'a regardé en fonction des stades du Berlin, donc léger, modéré ou sévère. Et effectivement, vous voyez qu'il y a une augmentation de la fréquence du DAD avec la sévérité de l'hypoxémie. Mais d'emblée, on voit qu'il n'y a pas 100% de DAD au cours du SDRA. Et puis, il a pris un sous-groupe de patients, des SDRA qui étaient ventilés pendant plus de 72 heures, qui sont décédés et qui ont été autopsiés, et il a retrouvé la même distribution, à ceci près qu'on a une représentation plus fréquente de DAD au stade modéré et au stade sévère. Et globalement, on a 58% de SDRA dans ce sous-groupe. Et nous avons rapporté donc notre expérience l'an dernier dans l'intensive care sur 113 malades avec biopsie pulmonaire pour insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante dans le service, dont 83 avec SDRA. Et on a retrouvé la même distribution, augmentation de la fréquence de DAD avec la sévérité de l'hypoxémie. La différence, vous voyez, c'est que dans la forme légère, eh bien, on a beaucoup plus de DAD que dans les séries autopsiques. Alors, ce qui était intéressant, c'est que globalement, on retrouve exactement le même taux de DAD, 58%, que dans la série autopsique de Arnaud, sur le sous-groupe des malades supérieurs avec une ventilation mécanique de supérieure à 72 heures pour SDRA. On a une dernière étude publiée l'an dernier, dans Critical Care, une étude sud-coréenne sur 101 patients avec SDRA qui ont eu une biopsie pulmonaire dans le cadre de leur prise en charge et qui montre aussi un lien entre fréquence du DAD et sévérité de l'hypoxémie, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est-à-dire que le taux de DAD est d'autant plus important que l'hypoxémie est légère.
Alors, du coup, si le DAD, finalement, est le gold standard, et qu'on ne l'observe que dans 58% des cas, ça veut dire que 42% des patients n'ont pas de SDRA. Ça veut dire aussi qu'on a d'autres lésions que le DAD, et ça, Arnaud l'a très bien montré. Vous voyez, par exemple, qu'on a des pneumonies, quand on fait l'autopsie de ces patients, notamment au stade léger. On a d'autres diagnostics, on va y revenir rapidement. Et puis regardez, on a même chez certains patients qui ont un SDRA, qui sont décédés, qui sont autopsiés, des autopsies normales sur le plan pulmonaire. Donc Arnaud, il avait d'un côté beaucoup de patients autopsiés avec SDRA et sans SDRA, et de l'autre beaucoup de types lésionnels. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de mesurer la performance diagnostique du Berlin, c'est-à-dire qu'il a confronté d'un côté la référence, le gold standard, le DAD, sur le plan histologique, et de l'autre, donc la définition clinique, le Berlin. C'est-à-dire qu'on a des patients avec et sans SDRA, et pour chacune de ces catégories, on a des patients avec et sans DAD. Alors quand on reprend... Ici, donc, il a groupé les 3 stades du SDRA. Quand on reprend tous les patients autopsiés, la sensibilité du Berlin pour prédire le DAD, c'est 89%, donc c'est bien, et une spécificité un peu moins bonne, 63%. Par contre, quand vous reprenez simplement les patients qui ont un facteur de risque de SDRA, et donc ça c'est très très important, la définition de Berlin, elle le précise bien, eh bien la sensibilité, elle est très élevée, 98%, avec un intervalle de confiance très serré, 94-99%. Donc la définition de Berlin est très sensible pour détecter le DAD. Par contre, la spécificité est très médiocre. Et les résultats sont similaires si on focalise simplement sur les modérés et sévères, si on élimine les SDRA légers. Donc la troisième partie, le troisième point que je voulais discuter avec vous, c'était justement certains sous-types de SDRA. Il y a 3 sous-types qui ont été identifiés récemment. Le premier sous-type, il a été appelé ARDS Mimickers, simulateur de SDRA. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont tous les critères du Berlin de SDRA, sauf qu'on ne retrouve pas le facteur de risque habituel, type inhalation, type pneumonie par exemple. Alors c'est Aude Gibelin qui a publié dans Intensive Care Medicine, donc une large cohorte française. Et ces ARDS Mimickers, ça représente 7,5% des SDRA. Donc c'est quand même important. Laurent a trouvé qu'une prévalence de 8,6% de SDRA à l'admission en réanimation, c'est important. Donc 7,5% d'ARDS Mimickers, c'est donc substantiel. Donc c'était 50 patients qu'on pouvait classer en SDRA en contexte immunologique, en contexte toxique médicamenteux, en contexte néoplasique, ou réellement aucun facteur de risque, une forme réellement idiopathique. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que, en analyse multivariée sur les 50 ARDS Mimickers, eh bien, le fait d'avoir finalement une lésion pulmonaire potentiellement réversible, donc accessible à un traitement, était associé à une réduction significative du risque de mortalité. Le deuxième sous-type a été identifié par Caroline Calfi, qui a repris 2 cohortes de l'ARDS Network, la cohorte ARMA petit VT grand VT, et la cohorte alvéoli, PEP basse, PEP haute, en utilisant une technique d'analyse statistique très intéressante, qui vient surtout des sciences sociales, qui est une technique d'analyse de classe latente, c'est-à-dire qu'on va chercher à l'intérieur d'une population des sous-groupes qui sont invisibles, en combinant, en utilisant une multitude de critères clinico-biologico-radiologiques, et ils ont mis en évidence donc 2 phénotypes en fait de SDRA, un phénotype 1 en bleu, un phénotype 2 en rouge. Ce phénotype 2, il est caractérisé par une hyperinflammation et un choc. Et quand on regarde pour chacune de ces 2 cohortes, et c'est similaire pour chacune de ces 2 cohortes, eh bien le phénotype 2 est associé à plus de mortalité que le phénotype 1, est associé à moins de jours sans ventilation mécanique et à moins de jours sans défaillance d'organes. Et d'autre part, le phénotype 2 est associé quand il est associé à une réponse à la PEP en termes d'oxygénation, il est associé à une mortalité plus faible, contrairement au phénotype 1. Donc c'est une approche extrêmement intéressante. On va chercher l'invisible et on peut, par cette technique, mettre en évidence qu'il y a, effectivement, on le savait bien sûr, une grosse hétérogénéité au cours du SDRA, mais on a la possibilité de mieux les préciser. Le dernier sous-type, on revient à l'autopsie, donc c'est le DAD versus le non-DAD. C'est ce qu'a fait Laurent avec Taylor Thompson, qui a repris une partie de l'expérience de Madrid, 149 patients initialement dans la cohorte de dérivation. Donc je rappelle, c'est des SDRA qui sont décédés autopsiés, 49 DAD versus 100 non-DAD.
et il y a eu une cohorte de validation dans d'autres centres, donc avec 21 DAD et 36 non DAD. Donc il a juste comparé DAD versus non DAD sur les éléments qui étaient présents chez les patients avant leur décès, avant l'autopsie. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que les patients avec DAD sont des patients plus sévères. C'est-à-dire que le SDRA léger est moins représenté et le SDRA sévère est plus représenté dans le DAD que dans le non DAD. Les patients avec DAD sont plus hypoxémiques, ont une compliance du système respiratoire plus basse et meurent plus souvent d'hypoxémie que le groupe non DAD. Ils ont cherché donc à prédire le DAD et à partir des données cliniques donc du vivant du patient, encore une fois, et leur modèle isole 3 variables, le rapport PaO2 sur FiO2, la compliance du système respiratoire et l'âge. Et cette fois-ci, ce modèle a une bonne spécificité, 82%, et par contre une moins bonne sensibilité. Donc un autre intérêt, une autre information que l'information qu'on avait vue tout à l'heure avec l'étude d'Arnautil. Ils ont même essayé de développer des courbes ROC qui montrent que leur R sous la courbe de leur modèle est juste honnête, 74%, mais en tout cas supérieur au Berlin pour prédire le DAD, et ceci aussi bien pour la cohorte de dérivation que pour la cohorte de validation. Alors pour finir, donc en quatrième partie, on va revoir l'histologie pulmonaire. Ça colle un petit peu plus au titre de l'exposé. Est-ce qu'on peut aller au-delà avec l'histologie pulmonaire? Donc, on fait l'assumption que le SDRA, c'est du DAD. On a vu que c'est faux, partiellement faux, que du coup l'histologie serait le gold standard. Et donc, imaginons qu'on puisse faire une histologie pulmonaire à tous les patients avec SDRA. Quels seraient les impacts? La première chose, ça serait la ventilation mécanique protectrice. Mais on sait que, alors on a vu qu'en pratique, c'est pas encore ce qu'on fait de façon optimale, mais on sait aussi que finalement la ventilation mécanique protectrice, on devrait la faire à tous les patients avec SDRA et même à tous les patients finalement ventilés mécaniquement en réanimation du fait du risque de lésion pulmonaire induite par la ventilation mécanique en soi. Donc c'est pas réellement un impact. Ça permettrait par contre d'identifier des vrais SDRA. On a vu que les DAD sont des malades, un sous-groupe particulièrement sévère, sur lequel on pourrait mettre en place des stratégies vraiment spécifiques et efficaces, montrées comme efficaces sur le plan du devenir du patient, donc la curarisation et le décubitus ventral. Et puis l'impact du diagnostic de l'histologie, ça serait d'autres diagnostics avec un impact thérapeutique et éventuellement une contribution à la décision de limitation thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la littérature sur la biopsie pulmonaire au cours du SDRA? En fait, on a une grosse méta-analyse sur les biopsies pulmonaires en général dans l'insuffisance respiratoire aiguë, mais il y a beaucoup de malades qui ne sont pas ventilés. Par contre, on a 18 études, c'est une méta-analyse qu'on est en train de faire, 18 études chez des patients qui ont soit un SDRA, soit une ventilation mécanique, avec bien sûr l'énorme biais, mais qui est d'ailleurs un biais partagé avec l'autopsie. Ce sont des malades sélectionnés, soit pour un SDRA persistant, soit parce qu'on suspecte une autre cause, donc c'est les pseudo-SDRA, soit parce qu'il n'y a pas de facteur de risque habituellement retrouvé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les ARDS mimickers, les simulateurs. Donc voilà, ces 18 études, ça fait quand même 745 biopsies, 602 SDRA et 702 malades ventilés qui n'ont pas forcément un SDRA. Notre série, donc on a discuté un petit peu tout à l'heure, c'est juste pour vous rappeler ici qu'on confirme dans notre étude ce que Laurent a trouvé en autopsie. C'est-à-dire les patients avec DAD sont plus hypoxiques que les patients sans DAD et ont une pression plateau plus élevée que les patients sans DAD, donc probablement effectivement une compliance du système respiratoire plus basse. Et quand on regarde ici la mortalité des patients qui ont un DAD obtenu par biopsie pulmonaire, on voit que la mortalité, donc il n'y a pas d'hétérogénéité statistique entre les études sur cette méta-analyse, mais on voit quand même que la mortalité, elle est de 60%. Elle est quand même élevée, donc réellement, c'est un sous-groupe très particulier, ce DAD, qui a une mortalité particulière, donc c'est un vrai sous-type. L'autre intérêt de l'histologie pulmonaire, ça serait de fournir d'autres diagnostics. Donc c'est ce que Laurent Papazian avait fait sur sa publication de ses 100 premières biopsies pulmonaires pour SDRA. Donc 14% des patients avaient un diagnostic qui n'était absolument pas évoqué avant la réalisation de la biopsie, et d'ailleurs avec une contribution, un changement thérapeutique tout à fait possible. Et puis l'autre intérêt aussi de cette biopsie, ce serait de mettre en évidence dans un sous-groupe de pseudo-SDRA, un article éditorial qu'on avait publié l'an dernier dans Intensive Care, il y a effectivement des patients qui développent une insuffisance respiratoire aiguë avec tous les critères de Berlin, sauf probablement le facteur chronologique, qui sont en fait pas des SDRA, qui correspondent à des maladies sous-jacentes tout à fait spécifiques, comme une fibrose pulmonaire idiopathique ou un certain nombre de Goodpasteur,
c'est fondamental d'en faire le diagnostic parce qu'il y a un traitement spécifique à mettre en route très rapidement. Voilà par exemple ici pour un malade du cervique avec SDRA persistant, un foyer de pneumonie organisée avec une grande probabilité de sensibilité aux corticoïdes. Donc l'impact de la biopsie sur la survie, elle a été suggérée fortement par cette publication de Laurent Papazian, où les malades avec une biopsie contributive, c'est-à-dire chez ceux qui avaient l'introduction d'un nouveau traitement, eh bien, avaient une survie qui était significativement et cliniquement supérieure aux patients qui avaient une biopsie non contributive, donc il n'y avait pas de changement thérapeutique. Donc, pour conclure, je suis désolé, je dépassais le temps, pour conclure, la définition actuelle du SDRA a bien sûr des limites, on l'a vu, des limites intrinsèques compte tenu de l'approche qu'on continue à avoir. Comment aller au-delà? Jusqu'où aller? Ben, je ne peux pas répondre à cette question. L'histologie est possible, mais il est évident que ça restera une niche confinée à certains malades ultra sélectionnés et à certains centres qui ont l'expertise, comme un peu l'ECMO, qui ont l'expertise de la procédure. Je voulais conclure avec cet éditorial tout récent de Jean-Louis Vincent, très provocateur. Hein. Est-ce qu'on a besoin de faire le diagnostic de SDRA? Ça va contre le message que les deux Laurent finalement nous ont véhiculé. Est-ce qu'on a besoin du SDRA? Et sa conclusion, c'est non, si avec cette étiquette, on s'arrête là dans le diagnostic et on ne va pas chercher une cause sous-jacente. Alors on pourrait parfaitement renverser la proposition en disant oui, parce qu'il faut absolument aller chercher le diagnostic complètement, quitte à faire éventuellement de la biopsie pulmonaire, pour être sûr de ne pas laisser passer une cause curable. Donc il y a l'aspect traitement par la ventilation mécanique qui améliore le pronostic, c'est certain, mais il ne faut pas oublier que c'est un syndrome et qu'on a intérêt à faire le diagnostic le plus précis possible si on veut espérer avoir une évolution favorable du patient. Je vous remercie de votre attention.